Le plus beau des courages, c'est d'être heureux. C'est une phrase parmi tant d'autres. Olivier de Kersauzon, avant que la mémoire s'efface, quelques propos maritimes. Chaque jour sur la mer, j'ai appris quelque chose au Cherche-Midi. C'est le nouveau livre du marin que j'ai le plaisir d'accueillir. En escale, Olivier. En escale. En escale, oui, je m'installe pas à Paris. Ouais, mais en escale pour dire au fond, voilà, je rapporte tout ça. Et on voit d'ailleurs la couverture du bouquin, on voit la mer. Et Ouais, on voit cette mer qui... C'est une photo de Plisson qui était en couleur. Je l'ai passée en noir et blanc parce que la couleur de la mer, c'est très important. Parce que dans l'histoire de la navigation, c'est une digression, mais elle est bien. Quand Christophe Colomb va découvrir l'Amérique, les gens partent du Portugal au mois d'avril ou de mai, peu importe, ou même en été. La couleur de la mer n'est pas très différente des îles qu'il va atteindre dans la Caraïbe. Oui. Alors quand les gens font des grandes expéditions pour aller découvrir le Magellan, le détroit de Magellan et autres, ils rentrent dans des mers qui deviennent vertes puis noires. C'est la mer Ouais. c'est la mer de l'angoisse. Les mers par 55 sud en hiver, c'est pas très accueillant, quoi. Ça, cette couleur-là, quoi. C'est le dire, la mer, c'est des paysages aussi variés que Ah ben le ça- reste de la planète, que Ah, la mais nature. tout le temps, ça change tout le temps. Et parfois, avec surprise, vous ressemblez à quelque chose qui ressemble. Vous savez, comme si quand on connaît bien quelqu'un, on lui trouve un sosie. Mais ça dure très peu de temps, Oui. parce que de toute façon... On voit des gens comme ça dans la mer. Non, mais on voit ce visage de la mer, qui un certain type de bleu, un certain type d'éclairage, un certain type de clapot, qui fait que comme c'est un visage qu'on a déjà vu. Puis ça disparaît comme le reste, puisque le propre de la mer, c'est d'être infiniment changeante. Oui. C'est ça qui est bien. Parce que incroyable, parce que derrière tout ça, Olivier de Kersauzon, il y a une sorte de philosophie de la vie qui jaillit et qu'on aime tant. Tiens, par exemple, il n'y a pas de vent favorable pour les gens qui ne savent pas où ils vont. Ouais. Ça, on l'apprend quand on est marin, ça. Oui, non, puis en plus, c'est vrai, c'est que si on ne sait pas où on va, il y a aucun vent qui va vous pousser dans la bonne direction. Donc, oui, la vie est comme ça. Ouais. Oui, il faut de la chance, du courage. Oui, mais il faut de la chance. Ouais. Il faut de la chance. C'est nos vies, en dehors même du maritime, nos vies sont très inégales. Le facteur chance est excessivement important. Et tout le monde ne l'a pas. C'est ça aussi, quand même. Hein. Oui. Dans les formules maritimes, j'aime bien, l'équipage était bon, le bateau était bon, et la mer l'a permis. Non, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire Oui. aussi. Quoi. Et équipage, c'est un très joli mot. C'est un mot ouais, que ouais, vous ouais. aimez, hein. Oui, oui, parce que moi j'ai commandé des équipages lourds sur des trophées Jules Verne, tout ça, et j'ai aimé ça. À la fin, vous avez cette sensation, et je parlais de ça l'autre jour à l'Académie de Marine avec des gens qui avaient commandé à la mer sur des sous-marins, des trucs difficiles. Vous avez la fierté de commander, c'est les hommes de cette qualité-là. Vous savez, il y a la fierté de capitaine, on dit, ah, quand même, mais les gens que j'ai commandés, c'est bien, c'est chic, Ouais. quoi. C'est le meilleur de l'homme aussi, puisque l'intérêt de la marine, c'est que ce sont des gens qui aiment leur métier. Il faut vraiment l'aimer, sinon il faut partir. Et les gens qui ne l'aiment pas partent. Mais ceux qui restent, ils restent parce qu'ils l'aiment. Oui. Et quand on a la chance de les commander, on commande le meilleur de l'homme, quoi, puisque c'est des gens heureux de faire ce métier, enthousiastes, contents, je sais pas quoi. C'est ça, mais alors, dire l'intelligence, c'est le courage. Au fond, Ah ouais. c'est ça. Oui, je pense, oui. C'est-à-dire que il n'y a pas d'intelligence sans courage. Il faut, à mon avis, il y a d'excellents analystes de tout poil et tout, mais je pense que l'engagement, la capacité d'être intellectuellement et émotionnellement et physiquement engagé dans des parcours qui peuvent paraître difficiles, qu'ils sont souvent, mais qui donnent aussi tellement. Si on va au dur, on retire du merveilleux. Si on va au facile, on retire rien du tout. Oui. La facilité engraisse, hein, tandis que le dur muscle, et ça rend combatif, puis ça rend heureux. Parce Oui. on a quand même, au fond de l'âme, cette sensation de l'effort et du devoir accompli qui est quelque chose de gratifiant et qui manque souvent à notre société, parce que nos contemporains ont parfois hélas, des métiers où, en fait, ils n'ont aucun signe du devoir accompli.
Si vous passez la journée à compiler sur ordinateur des contrats d'assurance, le soir, vous avez fait le job, mais ça doit être difficile d'avoir la joie du travail accompli. Oui. Or, la joie du travail accompli, c'est ce que nous, on apprenait à l'école il y a 75 ans de ça, quoi. Oui, essayez de dire, alors là, les petits coups de griffe, le courage, ça manque aux hommes politiques, et ça manque un peu à l'esprit français. Vous le dites, ça, Olivier, dans le je dis bouquin. pas. J'ai dit que je me méfie des gens qui ne sont pas courageux. Voilà. Je les tiens en suspicion. Oui. Mais moi, ça va, c'est tout. Il faut pas. Intellectuellement, je ne distribue pas de bons points ou de mauvais points à mes contemporains parce que je suis des leurs, en fait. Je suis des leurs. Oui, mais vous dites que ceux-là sont effrayés par le risque de perdre. Alors, Ah oui, ils non, ne font rien. Oui, mais parce qu'ils sont... Ils ont Perdre ce qu'ils ont, quoi. ils ont peut-être pas la chance de vivre comme nous aussi. C'est pas une critique, c'est une constatation. Moi, je veux pas rentrer dans la critique de mes contemporains. Non pas que j'ai peur, parce que je m'en fous complètement, mais je veux pas rentrer parce que c'est pas juste. C'est pas juste de critiquer des gens dont on fait pas le job. Tout le monde fait du politique bashing aujourd'hui, à plus ou moins juste titre. Mais d'un autre côté, moi, on me proposait un job politique aujourd'hui, j'irai à la plage tout de suite. Ah oui. Restez dans votre truc, j'y vais pas. Non, mais c'est vrai aussi parce que. Oui, on peut les critiquer quand même. Oui, ils ont choisi d'être là. Hein. Oui, mais enfin, on peut les critiquer, mais d'un autre côté. S'ils sont là, c'est que les gens ont voté pour eux. Oui. Donc, c'est peut-être soi qu'on devrait critiquer. Il faudrait peut-être mieux choisir la prochaine fois. Oui. Oui, non, mais là, pour le coup, vous dites par exemple, tous les trucs d'égalité sont des rêves de crétins. Mais oui, parce c'est une que... citation du bouquin. Hein. Oui, mais je sais. Oh là là, monsieur le procureur, calmez-vous. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Oui, parce que nos vies sont parfaitement inégales, nos chances sont inégales. Donc, moi, j'ai 80 ans, c'est une chance extraordinaire d'avoir 80 ans. Moi, j'ai vu au bord de la route moi, des gamins de 15 ans en mobilette éclatés sur le bitume. Donc, c'est quand même toujours une chance. Nos vies ne sont pas pareilles, les chances ne sont pas distribuées pareil à tout le monde quand même. Ou bien d'avoir un peu de santé, ou si on est malade, de pouvoir être guéri et bien soigné, c'est encore une chance quand même. Oui. Donc, je suis assez... je ne me suis pas basé, je ne me suis pas construit sur le mépris ou la critique de l'autre. Je me suis construit sur mes propres engagements et mes propres enthousiasmes. Oui. Donc, en fait, je note, mais je n'accuse pas. Je crois que la nature humaine, les gens font ce qu'ils peuvent et tout le monde ne peut pas faire beaucoup. Et en sport, tout le monde trouve normal qu'il y en ait qui sautent 20 cm et d'autres 2,80 m. Oui. Non, mais... Bon, bien, c'est pareil. Les choses de la vie sont pareilles comme ça pour les autres. Mais quand même, Olivier, vous dites il n'y a que les paresseux qui rêvent d'égalité, d'arriver au niveau supérieur sans rien faire. Ah ben oui, ça c'est... C'est de la couille de rat complète. Quoi. Ah oui. C'est parce que ça n'a aucun sens. Ce qui nous rend intéressant, c'est le mal qu'on est capable de se donner, notre sens de l'effort. C'est ça. En dehors de ça, l'homme, il n'est pas très intéressant. Mais le fait qu'on puisse se dire qu'on va se donner du mal pour faire mieux, pour s'engager, pour réussir. Après, c'est le destin. On n'est pas obligé de réussir tout. Mais on est obligé de se donner du mal. Ça, pour moi, oui, de ce côté-là, le fait d'avoir décidé de faire mieux. Voilà. Oui. Ça, c'est intellectuellement et émotionnellement intéressant. Mais vous dites aussi, il n'y a d'égalité que devant l'ignorance. Ah oui. C'est qu'au fond... Non, mais, oui, enfin, c'est ce qui fait notre parité. Notre parité, elle est notre égalité réelle. Elle est due au fait... C'est pas... Si on prend le plus intelligent d'entre nous et le moins doué, et si on parle de savoir, l'écart est colossal. Si on parle d'ignorance, il n'y a plus aucun écart, parce que c'est l'ignorance qui est colossale. C'est-à-dire qu'on ne sait pas pourquoi on est né, on ne sait pas pourquoi on est là. On est là, on fait de notre mieux, on ne sait pas à quelle heure on va partir. C'est pas nous qui... On n'a pas tout à fait décidé de l'arrivée, on ne décide pas du départ. Enfin, c'est quand même assez spécial comme histoire. Et puis ça dure très peu de temps. Regardez, les minéraux, ils sont là pour des millions d'années, je ne sais pas quoi. Et nous, on vit quoi? Rien.
Oui. Rien. Et même, vous dites même, Olivier, on sert à rien. Vous dites, moi, je sers à rien. Ah oui. Je suis sur cette terre univers, là, comme ça, je sers à rien. Quand on va dans le Sud et qu'on voit la façon dont le Grand Sud vit, hein, quand on voit les îles où il y a des centaines de manchots et tout ça, ça sent la pisse, la merde, il y a du sang, ça vit, ça bouffe, ça se bagarre, ça. Mais ça fait des milliers d'années, des milliards d'années que dans le pôle Sud, ils le font. Et nous, ça fait quoi? On va dans le pôle Sud depuis 1914. Oui. Et encore, on a des petites bases qui ne couvrent pas chacune 1 km². Donc, et tout ce monde-là, animal, vit parfaitement bien. Et en fait, on sert à rien. On sert à rien parce que ça fait des millénaires qu'ils survivent, qu'ils se reproduisent, qu'ils bouffent, qu'ils existent au plus profond et magnifique donc du face terme. à ça, qu'est-ce qu'on fait? Le courage, vous dites le courage de prendre des risques. Et ça, c'est vrai qu'on est dans une société qui n'aime pas ça, qui n'aime pas le risque. C'est culturellement, je peux vous le dire, parce que je suis votre aîné, Oui. c'est né de la guerre de 40, je crois, ou des guerres. Dès que les gens se sont trouvés à prendre des risques qu'ils n'avaient pas choisis, et brutalement, on leur tombait sur la tête des choses assez effrayantes qui les meurtrissaient, ils perdaient des gens qu'ils aimaient, je sais pas quoi et tout. Et à la fin de la guerre, l'idée du risque n'était pas vraiment bien vue, quoi. Et depuis, notre société française, tout au moins celle que je connais, a beaucoup cultivé la peur du risque. Alors moi, je pense que le risque, il est biologique, il est fait pour être pris. Quand on voit le principe de précaution, c'est un truc horrible. C'est ce qu'on voit partout, là. C'est la honte. C'est la honte. Ouais. Intellectuellement, c'est la honte parce que le risque, il est biologique. La gazelle qui trottine en Afrique, elle ne sait pas qu'elle va être bouffée par le lion un quart d'heure après. Mais c'est son vrai risque, de toute façon, s'il y a des lions dans le coin. Elle ne sait pas, là. Elle ne sait pas. Elle ne le sait pas. Elle ne sait pas, mais tout n'est que risque. On se parle maintenant, tous les deux. Peut-être à la sortie, je vais me faire écraser sur un passage clouté. Non, Olivier, non. Je ne le souhaite pas. Je ne vous parle pas Vous allez d'ambition. repartir en mer. Je ne vous parle pas en mer. d'ambition. Je vous parle de conséquences néfastes qui peuvent arriver. Non, mais le courage aussi, alors ça, vous parliez justement de la guerre et après la guerre, le courage aussi de dénoncer les crimes qui n'a pas été toujours là et qui fait que le courage devant la barbarie, le courage, voilà. Parfois, il fallait du temps. Je pense que dans notre société, le monde que j'ai vécu, moi, dans l'après-guerre, les gens ne voulaient pas parler. Ils voulaient oublier tout. Ils voulaient tout. Ils voulaient plus entendre parler de tout ça. Oui, moi, je me rappelle, on avait un oncle qui nous parlait des camps, s'était évadé de Ravaruska. Il avait vécu plein de choses. Et quand notre oncle nous parlait, nos parents faisaient la gueule. Ils ne voulaient pas plus qu'on parle de cette guerre, plus entendre parler. Tout était tourné vers un avenir radieux qui a quand même été assez radieux parce que moi, j'ai pas fait la guerre d'Indochine, j'ai pas fait la guerre d'Algérie, j'ai pas fait la guerre du tout. Ou quand je suis allé aux endroits où il y avait la guerre, c'est moi qui m'y portais volontairement. J'ai pas à subir. Ma vie n'a pas été massacrée par les décisions des autres. J'ai fait que ce que je voulais. C'est important quand même, pas mal. Et que vous dites, la mort, elle arrive, on ne peut pas l'éviter, et finalement on ne la craint pas. Et vous dites quelque part, quand vous êtes en mer, et il y a des moments de glisse comme ça, il y a des moments où ça fait penser à quelque chose. C'est des moments heureux. Ouais. C'est des moments sublimes quand même, quand le bateau donne ce qu'il doit donner et tout, ça, c'est bien. Ceci explique cela. Oui. Oui, c'est vachement bien. C'est les moments du détroit de Magellan, les moments du Cap Horn. Il y a des choses comme ça. Moi, sur la mer, je dois beaucoup à ce métier, ce qui m'a rendu heureux, il m'a construit intellectuellement aussi. J'ai bien aimé, j'ai vécu heureux, je sais pas, la mer m'a beaucoup donné, quoi. Oui. Vous cherchez les printemps, vous n'avez pas l'hiver. Ah ouais, non, mais l'hiver, j'aime pas l'hiver. Pouvoir vivre avec 2 printemps par an, Ouais, c'est bien, ouais. c'est mieux. Ouais. Pas d'hiver. Non, mais l'hiver, l'hiver, j'en ai assez vu dans le sud quand on descendait dans les latitudes basses, au milieu de la glace et je suis pas. Si j'étais né à Chamonix, peut-être que j'aimerais bien l'hiver à cause du ski, mais je suis un piètre skieur et un piètre nageur. Je suis un piètre tout. Moi. Oui. C'est-à-dire toujours en voyage et jamais intégré quelque part. Alors ça, vous dites, ceux qui sont intégrés quelque part, je déteste. Non, je dis que les mecs qui prétendent intégrer, ils se trompent. Moi, je suis de Brest. Si vous n'êtes pas de Brest, vous êtes un étranger, au moins pour 2 générations, vous croyez quoi? Oui. Ben oui, c'est vrai. Bon, ben c'est partout pareil.
Les gens en Polynésie qui disent « Ah ben moi, je suis bien intégré », ils ne sont pas intégrés. Les gens les voient, mais ils savent que c'est un Européen en Polynésie, c'est pas un Tahitien. Il n'y a pas le réflexe profond de l'individu qui vit en Polynésie. Oui, c'est-à-dire être intégré nulle part. Être nulle part complètement Ah oui, chez soi. Ben non, mais on n'a pas de chez soi. Moi, je pense que c'est une idée très fausse de penser qu'on est chez soi quelque part, puisque on est dans un endroit qui peut devenir demain matin le chez les autres aussi. Au nom de quoi? Donc, je trouve ces formes de pensée relativement suspectes. Oui. En plus, la notion de chez soi, moi, m'a toujours un peu gêné, parce qu'elle exclut l'autre. Hein, chez moi, gna gna gna, Oui. ta gueule. Nationalisme, Hein? voilà, de dire. Ouais, mais c'est pas comme ça qu'on construit le monde. C'est pas comme ça qu'il faut vivre. Enfin, moi, je pense. Moi, j'aime bien mon pays. Je serais prêt à le défendre. Je serais prêt éventuellement à mourir pour le protéger Oui. En même temps, de gens qui nous voudraient du mal. le plus vous barrez en mer, c'est. Non, ça n'a jamais été une fuite. Oui, jamais. Non, parce qu'attends, on n'y va pas non plus pour se promener les doigts dans le nez avec des sandwichs. Oui. C'est vrai. Pendant des années, c'était de la compétition, du risque, faire évoluer les bateaux, faire évoluer les multicoques, les emmener là où personne ne les emmène et tout. Ça a été quand même, moi, presque les 3/4 de ma vie. Oui, mais on peut vous dire pourquoi, au fond. Pourquoi tout ça? Pourquoi, si c'est pas une fuite, pourquoi Parce que au fond, c'est pas pourquoi une fuite, prendre parce que Oui. c'est intéressant. Oui. Ouais, c'est pas une fuite. Si c'était une fuite, c'est vachement dangereux d'aller faire ce qu'on fait par moment. Donc, c'est. Jamais la peur. On voit évidemment Éric Tabarly, qui Ouais. était votre ami. Jamais la peur de. Ben non, mais la peur est faite pour être dominée. Elle n'est pas faite pour être encensée, choyée, protégée et déclarer après qu'on fait ça, c'est plus raisonnable. C'est complètement con. Oui. Le raisonnable et tout ça, c'est l'habillage que donnent les couards au danger, quoi. Il faut être raisonnable. Il faut aller. Notre vie est faite pour aller. Notre vie est faite pour prendre, foncer, agir, faire. Donc il y aura des risques tout le temps. Oui. Donc, vous dites Alain Colas, Tabarly, ils ont eu raison. Ils sont allés jusqu'au Ben oui, bout. ils étaient sur la mer. Oui, c'était. Il n'y a pas de regret, se dire non, mais ils seraient peut-être encore là. Et s'ils étaient encore là, Oui. c'est parce qu'ils ont navigué qu'ils ont été tués. Oui. Donc, voilà, moi, j'ai pas été tué, mais j'ai eu énormément de chance. Et tout. Oui, mais le risque, il est assumé et il est presque voulu, il est presque aimé, quelque part. Oui, parce que ce que je pense, c'est que ce choix intellectuel-là qui va me construire. Je pense que c'est vous savez, être capable de se taire, être capable d'encaisser, être capable de rien dire, être capable d'attendre, être capable de construire, être capable de risquer. C'est l'éducation de ma mère. De la mère vous apporte les silences et le renforcement de l'âme et du cœur. Non, c'est bien, je ne Oui. plains pas. C'est vrai, j'ai presque entendu un lapsus. C'est l'éducation de ma mère et l'éducation de la mère. C'est presque une mère, la mère. Sort of, ouais. 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 D'ailleurs, ma mère nous disait, mon frère et moi, qu'on était sûrement durs. Je les remercie, mais dans le rétroviseur, je plains mes parents de nous avoir élevés. Elle nous disait, votre éducation n'est pas faite pour vous plaire, mais elle vous servira toute votre vie. C'est pas mal, non? Ouais. Et c'était assez vrai. Alors que maintenant, les gens éduquent les gosses, il faut les chouchouter à coups de bisounours et tout. Ça leur servira pas longtemps d'avoir été choyés comme ça. Et alors, il y a un moment, on se dit, il y a une phrase dans le livre, on se dit, mais quelle chance il a. Vous dites, en fait, je n'ai peur de rien. Ouais. Et là, on se dit, waouh, parce que tout le monde a la trouille, Ben non, ça sert à rien. Oui. C'est pas la bravade, je n'ai peur de rien, c'est que la foi de ma pensée m'a amené à ne pas accepter d'avoir peur de quoi que ce fût. Voilà, c'est ça. Parce que la peur est mauvaise conseillère. Je connais personne que la peur a rendu intelligent. Oui. Peut-être la peur de l'homme. Vous dites à un moment, il y a des crimes de l'humain contre la nature. La peur de ce que l'homme fait de mal, peut-être abîme la mer. C'est la nature de l'homme. C'est vrai. Oui. S'il y avait un animal qui faisait des nids de la taille des villes qu'on fait, on l'aurait éliminé de la planète depuis longtemps. Réfléchissez. Ouais. Bon, et en fait, l'animal qui fait des nids immondes, c'est nous, quoi. On fait des villes entières, on construit de tous les côtés. Si on ne supporterait pas qu'un animal fasse ça. Non, vous ne croyez Ouais. pas?
Oui. Ben voilà, c'est Et en même temps, il y en a que vous appelez les escrologues. Alors ceux-là, c'est, on va dire, ces Non, écologistes d'intérêt qui se servent de ça, vous dites, Oui, parce que je pense que pour exister. il y a deux regards sur les écologistes. Il faut les remercier d'avoir tiré la sonnette d'alarme. Parce que moi, quand j'étais jeune, je voyais les gens faire la vidange des moteurs et on jetait tout à la mer, quoi. On jetait tout à la mer. Et en fait, faut pas, quoi. On n'était que 2 milliards d'habitants sur la mer à cette époque-là. Aujourd'hui, on est 7 à 8 milliards, donc il faut changer de... On peut plus jeter, on peut plus se tenir comme des cochons, quoi. Voilà, c'est tout. Il y a ça aussi qui a changé. Oui. Parce qu'on est très nombreux. Alors, à partir de là, il faut essayer de faire en sorte de préserver un monde pour nous tous, pour que Oui, nous mais tous... donc ça, c'est bien, ça. Ouais. Qui sont les escrologues? Ben, c'est tous les mecs qui vous vendent de l'écologie. Parce qu'il y a plein de gens qui n'existent pas, qui n'ont rien fait de leur vie, et comme ils vendent de l'écologie, tout le monde les écoute. Mais c'est hallucinant, quoi. C'est comme un marché, quoi. C'est un Ouais, truc ben, porteur. c'est un marché, c'est un marché. Il y a même des gens qui arrivent à se faire élire là-dessus. C'est pour vous dire, Oui. c'est extraordinaire. Mais c'est pas pour autant pour avoir compris, ni pour autant pour faire quelque chose. Je pense qu'il y a eu des avertissements de gens qui ont dit faites attention à ceci, faites attention à cela. Mais il y a plein de gens moi j'ai vu direct, hein, des rapports d'endroits du monde que je connais bien, sur lesquels je suis allé, où le rapport est affreusement négatif. Et moi, j'étais sur le site, hein, presque en même temps, hein, et le rapport, ben, il était faux, quoi. Les gens parlaient de destruction parce que s'ils ne revenaient pas avec en ayant à dire quelque chose de négatif, que c'était atroce, eh bien on les croyait, ou on les croyait pas, ou on coupait les budgets de recherche quand même. Oui. Il y a de ça aussi quand même. Hein, alors que c'est... il y a 24... Pour vous expliquer ça, si vous le voulez bien. On a le temps, hein. Mais non, mais il y a 24% de la surface du globe qui est cartographiée dans le monde maritime. Pour moi, le globe, c'est le monde maritime. Il y a 24%. Donc il y a énormément d'endroits du pont maritime où il est passé quelques bateaux avec des sondes, mais c'est des sondes tous les 10 km, tous les 20 km, tous les 100 km. On n'a pas cartographié ces zones-là. Toute cette partie du monde qui n'est pas cartographiée, elle est relativement protégée, puisque en fait, la pollution ne vient pas jusque-là. Mais toutes les zones, les 24% où c'est cartographié, tout ce qui est près des villes, tout ce qui est à l'embouchure des fleuves, des pays civilisés et tout ça, je ne sais pas quoi, la pollution est monstrueuse. Elle est insupportable. Elle est insupportable pour comment dirais-je, pour la faune et la flore et et la végétation et la mer, tout ce qui vit là est pollué, quoi. Non, c'est vrai. Ce qui est en même temps, vous dites, c'est très beau, vous dites la mer ne pardonne pas. La mer peut-être se vengera. Mais vous dites au fond, elle envoie des signaux. Il y a la météo, bien sûr. Elle parle, Oui, non, la mer. Elle parle. Oui, non, mais ça, voilà, dans le maritime, puisque les gens vous disent ah bah tout à coup il y a eu un coup de vent. Non, non. C'est si vous avez bien regardé, dans quelques temps avant, 20 minutes, une demi-heure, 40 secondes, peu importe. Il y a toujours un signe précurseur. Rien n'arrive d'un coup. Et si vous ne l'avez pas perçu, c'est que vous n'avez pas regardé. Ça, c'est sûr. Oui. Donc il faut savoir regarder, écouter, ah ben oui. lire, parce que... C'est comme les gens qui vous disent vous écoutez de la musique en mer. Moi, j'ai besoin de mes oreilles en mer parce que c'est mes oreilles qui vont me dire ce qui se passe autour de moi. Et s'il fait nuit, mes oreilles, c'est les yeux de la nuit. C'est ça qui permet. L'écoulement de l'eau est plus la même. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui a changé. Le bruit sur la coque est pas le même. Le bruit dans le gréement, le vent est pas le même. Donc tout ça, c'est des indicateurs très, très précieux et précis de la façon dont évolue le monde dans lequel vous êtes à ce moment-là. Donc on ne peut pas ne pas regarder ses oreilles pour écouter la nature en mer. Oui. C'est au fond une fascination de la mer. Et l'homme, et vous dites la solitude, parce que ça c'est intéressant, vous êtes souvent seul en mer. Moi j'aime bien, j'aime bien être seul. Mais vous dites quand on est seul et qu'on se regarde, on voit qu'on n'est qu'illusion. Ah bah oui, on n'est rien, quoi. Ah ouais. Moi je sais que je suis rien. Ça ne me gêne pas, je m'en fous. C'est comme ça, c'est mon destin. Je suis une cellule de plus dans une histoire où l'univers, on a déjà été plusieurs milliards à vivre, plusieurs milliards à mourir. On se rend compte, je suis rien, mais je suis un rien qui est content.
Je suis Oui. content d'être là. C'est ça qui compte aussi. Non, mais c'est vrai. Oui, mais non, mais il y a une force de vie, de profiter de Ouais, ouais, l'existence, de vivre. Ce serait presque une faute de ne pas vivre. Ah oui, non, mais faut être content en plus. Oui. C'est extra- C'est une chance, vous dites, mais une chance, la vie est une chance. Mais Ben bon, oui, c'est pas un dû. oui, C'est pas un dû. Moi, je connais plein de gens que j'ai aimés qui sont morts bien avant moi. C'est pas un dû, c'est une chance. Donc, faut en profiter tous les jours. C'est un truc formidable de vivre. Moi, je trouve. Hein. oui. Et alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, la météo? Parce que là, vous dites, au fond, ça, c'est la vraie horloge quand on est en mer. Il n'y a pas besoin d'une montre, c'est le ciel. Non, mais c'est le temps, la façon dont le temps s'écoule, dont la vague tape sur le récif en Polynésie. Vous savez, l'espèce qui vous donne. On a l'impression, c'est pas tous les secondes, c'est tous les 28 secondes ou les 27 secondes selon le fetch qu'il y a à ce moment-là. Et c'est un peu comme si le temps était donné par les montres molles de Dali. Vous savez, Oui. le temps devient tout à fait autre chose. Mais j'aime bien ce temps de la nature, ce temps qui est donné par le rythme de la mer lorsqu'elle vient sur un rivage, je sais pas quoi. C'est autre chose que le tic-tac d'une horloge, non? Oui. Vous dites, parmi de très belles phrases, vous dites, la mer est un incident de la Terre. Non, la Ou Terre. le contraire, Oui, la non, Terre pas- est un incident de la mer. Vous n'avez pas Ah, vu sérieusement. Je vais réviser. Oui, oui, Allez, oui, c'est là. oui. Je vais reprendre le manuel. Non. Non, mais je vais- En fait, non, mais ça veut dire que la mer est là, et maîtresse de tout, et que le Non, mais reste n'est que la conséquence plus de la grande partie, mer. la plus grande partie de la Terre, c'est du globe qu'on habite, c'est quand même la mer. C'est pas la Terre. C'est Ah pas non. la Terre et. Ah non. Ben, pour moi, je trouve. Oui. Donc c'est plutôt les vrais habitants, c'est les poissons, c'est quoi? Je sais pas, il n'y a pas de vrais ou de pas vrais habitants. C'est que la mer, c'est 70 ou 75% de la surface du globe. Donc, s'il n'y a pas besoin de réfléchir ou d'être grand clair pour penser que notre monde est de fait essentiellement maritime. Ouais. Ce qui est extraordinaire, c'est que là, derrière tout ça, évidemment, Olivier, il y a, voilà, des mémoires et des propos maritimes. Mais au fond, c'est des propos qui vont bien au-delà. C'est des propos de la vie, de l'humanité. Oui, parce que Oui. la vie de marin, c'est une vie, c'est une simulation de la vie avec des contraintes choisies. Hein, c'est quand même c'est un monde hostile, c'est des contraintes choisies, je sais pas quoi. Donc on est obligé de vivre avec de la rigueur, avec de l'intérêt, avec de la vigilance, avec une certaine forme de culture, avec du respect et tout. Donc c'est ça en quoi ce métier est vraiment intéressant, je trouve. Ouais. Ben, moi, j'ai adoré. Vous ne possédez rien qu'une noix de coco. Non, c'est drôle, mais non, j'ai pas de rapport à l'objet. Oui. Ouais. Non, mais il y a un seul objet que je garde, c'est une noix de coco. Ouais. Vous avez une noix de coco depuis. C'est mon père qui m'a donné il y a 70 ans. Ouais. Et alors ça c'est l'objet important. Non, il a été important parce que quand vous êtes petit, la noix de coco, c'est. Imaginez-vous, on est en 54, c'est l'après-guerre. La noix de coco, rien n'existe à l'époque. Il n'y a pas de bounty, il n'y a pas de, il y a pas de pulpe de coco dans l'ouest de la France. Donc mais c'est dans ce que vous avez lu dans les lectures, c'est bon, c'est sucré, c'est magnifique, c'est représenté comme étant un espèce de Graal gustatif tout à fait intéressant pour les enfants qui rêvent toujours de bouffer sucré. Donc en 54, quand on me donne la noix de coco, pour moi c'est un symbole. Je me dis un jour j'irai voir les vrais. Quoi. Ouais. La prudence, c'est l'habit propre de la lâcheté. Un peu. Ouais. Je pense qu'il faut il faut se donner du mal. Voilà. Donc il faut essayer d'aller au bout de. Voilà. Ouais. Et on n'arrivera jamais à imaginer l'infini. Et ça me fascine. Ça. Mais notre cerveau on arrive à imaginer l'absolu. Parce que parfois, le chagrin et la souffrance nous font découvrir des limites qu'on ne connaissait pas. Et on se dit, ah, putain, on est près de l'absolu. Mais l'infini, on n'arrive même pas à l'imaginer. C'est pour ça qu'il faut avoir un peu de pitié de nous. C'est-à-dire, il ne faut pas se juger trop sévèrement. J'aime bien l'expression latine miserere nobis. Ayez pitié de nous. Parce que, en fait, on traverse une vie avec des moyens intellectuels parfaitement limités. On est peu de choses et on a peu de choses. C'est pour ça que je me dis, mais est-ce qu'il va se passer quelque chose après? Parce que ça ne peut pas être seulement cette espèce de farce où on jette sur Terre un impotent, un impuissant, on lui fait traverser un monde qu'il a du mal à comprendre, et tout ça n'aboutit à rien, non? Ouais. Ah oui, donc la mer donne une idée qu'il y a quelque chose derrière. Un autre.
Oui, notre parce que- vie. Ouais, mais surtout, moi, elle console du vide sidéral dans lequel on vit quand on réfléchit, quoi. Il y a ça aussi, non? Oui, oui, non, mais c'est vrai. Mais en même temps, quand on lit tout ça, Olivier de Kersauzon, on se dit, bon sang, quand on vit dans cette vie de citadin, qui court après le boulot, qui court après l'argent, qui court après je ne sais quoi, vous êtes là, vous dites, mais vous êtes dans le faux. Non, non, non. Mais il y a quand même quelque chose qui va pas. Je leur dis L'argent, pas- par exemple, je c'est leur quand dis même- pas- je dis c'est pas que une vous êtes- connerie, l'argent. Non, il y a une très belle formule que Philippe Bouvard m'avait appris. Ne méprise pas l'argent, sinon il te le rendra. Non, oui. attendez, non, c'est pas ça. Comment vous expliquer ça? Comment commenter ça? Parce que j'ai pas besoin de vous expliquer, il faut que je vous le commente. C'est que dans le monde, chacun fait ce qu'il peut. Moi, j'ai fait ce que j'ai pu. D'autres font ce qu'ils peuvent. Il n'y a pas de jugement de valeur. Je ne crois même pas qu'il y ait de la mauvaise volonté. Je crois tout à fait absurde de dire « Ah, gna, gna, non, il n'arrive pas, c'est tout. Il peut pas. Ils peuvent même pas parfois décider d'eux, c'est tout. C'est pas honteux. C'est notre histoire. Et on est toujours près de ce monde-là. J'appartiens à ce monde. Ce que je fais, je fais part de ce que la vie m'a permis d'aimer et aussi, pour employer un terme moyenâgeux, de m'esbaudir. Oui. J'aime bien le côté un peu... Bon, mais c'est tout, ça s'arrête là. Le reste de mes contemporains, ils font aussi des vies qui leur conviennent. Il n'y a pas de... J'ai ni mépris, ni classification de nous. Je pense qu'on est tous ensemble dans une aventure qui n'est pas tout à fait compréhensible et que moi, j'ai pu rendre belle parce que dans le métier de marin, j'ai trouvé de quoi être heureux, c'est tout. Voilà. Mais on vous imagine en mer, tout seul, Olivier de Ouais. Kersauzon, Ouais. avec l'immensité autour, où vous vous dites, et c'est très beau dans le livre, et c'est drôle, vous dites là, je risque pas d'avoir un PV à ma bagnole. Mais personne ne veut venir me faire Il n'y chier. a pas Ouais. d'imprévu, Oui, vous oui. dites Ah, en oui, mer. oui. Il n'y a pas d'imprévu comme ici. Ici, on se dit, Non, il y a qu'est-ce les qui va impré- m'arriver? Il y a les imprévus de la mer, mais il n'y a pas les imprévus de l'homme qui brutalement arrivent dans votre vie et pour vous emmerder, quoi. Oui. C'est ça. Donc moi, c'est mon avis. Hein. Oui. Et là, parfois, vous regardez aussi le ciel quand vous êtes là et les étoiles. Et vous vous dites, tiens, là, il y a quand même quelque chose, une solitude, mais en fait quelque chose de très grand, où il y a un mystère qui... Il y a de la place. Hein. Ouais. C'est ça qui est extraordinaire quand même. Mais on n'arrive même pas. Voilà, vous êtes là, la nuit, vous regardez. L'intérêt du bateau, c'est que ça vous fait beaucoup vivre la nuit quand même. Non, la nuit, vous êtes en mer, vous naviguez, je sais pas quoi. Et je trouve que quand on regarde le ciel, on dit putain, quand même. J'en ai la perception, j'en suis incapable d'en avoir la mesure. C'est extraordinaire quand même. Et c'est impressionnant. Donc ça donne une relativité de vos rapports avec les fâcheux qui est énorme, dans rien à foutre en fait. Moi, j'arrive à être complètement étanche avec le monde des fâcheux, des pas contents, je m'en fous complètement. C'est pas mon propos. Moi, mon propos, ça aurait été d'essayer de vivre et d'avoir eu la chance d'arriver dans un monde où, en vivant, j'ai été heureux. Oui. C'est tout. Et là, je ne sais pas pourquoi je pensais à ça. Je me disais, il y en a qui croient au ciel. Et là, je pensais au ciel. Et là, derrière, on voit le ciel, on voit la mer. Je dirais presque vous croyez à la mer. Vous croyez à quelque chose une force presque surnaturelle qui se dégage de ça. Ah oui, je pense que je pense que ce monde est vif, il est vivifiant. Mais je crois que pour d'autres gens d'une autre culture que moi, ils peuvent avoir la même passion et la même énergie en faisant pousser des plantes. Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus stupéfiant qu'une plante qui pousse quand même? C'est extraordinaire. Hein? Moi, je me rappelle quand j'allais tirer les pommes de terre dans mon potager, là, j'étais quand même magnifique. Quoi. J'en ai mis une, j'ai une pomme de terre, j'en ai mis une, il y en a 17. C'est quand même extraordinaire, ce schéma multiplicateur. Ce qui pousse, ce qui vit, ce que nous vivons, et je trouve... oui, je m'emmerde pas, je trouve ça passionnant. Quoi. Et ça m'a imprégné, voilà. Je suis imprégné intellectuellement et biologiquement de ce qui bouge, de ce qui pousse. Voilà. C'est pour ça que j'ai essayé de le traduire en écrivant, mais c'est très imparfait. Mais ça approche quand même une certaine réalité que j'ai eu la chance de vivre, en fait. Voilà, c'est ça. Ça vous convient, monseigneur? Oui, c'est parfait.
Là, vraiment, il n'y a pas un mot à ajouter, là. C'est même une conclusion merveilleuse. Avant que la mémoire s'efface, il faut se dépêcher, quoi. La mémoire peut s'effacer, Olivier. Ouais. Ouais, ben moi, j'ai été malade. J'ai une partie de ma mémoire qui est effacée. Ouais. Parfois, je me souviens plus du tout. Parce que en étant malade et en étant soigné, une partie de mon organisme a subi un vieillissement accéléré, quoi. Donc, moi, j'ai des pans de mémoire qui ont disparu. Mais ça ne me gêne pas tellement. Je trottine à la frontière d'Alzheimer et c'est délicieux, puisque je ne me souviens de rien. Quelques propos maritimes. Et chaque jour sur la mer, j'ai appris quelque chose de Cherche-Midi. C'est un livre absolument formidable, délicieux. Il sent bon la mer. Il sent bon le sel, le soleil, la vie. Merci. Merci. Olivier de Kersauzon était avec nous.